Les confidences littéraires ont la chance de venir aujourd'hui à la rencontre de l'écrivaine Céline Curiol à l'occasion de la sortie de son dernier roman, Les lois de l'Ascension, publié chez Actes Sud. Bonjour Céline Curiol. Bonjour Nathalie. Céline Curiol, vous êtes essayiste et romancière. Votre premier roman, Voix sans issue, publié en 2005 chez Actes Sud, est salué par l'écrivain Paul Auster comme l'un des textes de fiction les plus originaux et les plus brillamment exécutés par un écrivain contemporain. S'ensuivent Permission en 2007, Exil intermédiaire en 2009 sur la disparition de l'amour conjugal, L'ardeur des pierres en 2012, Les vieux ne pleurent jamais en 2016. Nous sommes ici pour évoquer votre dernier roman, Les lois de l'Ascension. Alors de quoi s'agit-il? Ce roman polyphonique se déploie autour de 6 personnages, 3 hommes et 3 femmes, sur 4 journées réparties sur les 4 saisons de l'année 2015 au lendemain du Bataclan. 6 protagonistes aux profils très différents qui chacun successivement occupent le devant de la scène et qui vont se croiser, s'aimer, s'affronter et influer sur la trajectoire des autres avec l'envie irrésistible de se révolter contre un monde qui doit passer à autre chose. Orna, Célène, Pavel, Hope, Modé ou Mehdi et bien d'autres. Journalistes, psychiatres, retraités, enseignants, chômeurs ou lycéens, ils vont interagir selon une étrange partition du hasard. Vous nous offrez un roman total, comme on dit, c'est un terme que j'aime infiniment, imposant et ambitieux, non seulement par ses 840 pages, mais aussi par la riche fresque intime et sociale, psychologique et politique qu'il chorégraphie. Dans ce roman-monde passionnant, foisonnant, brillant, virtuose, où l'intime se mêle aux problématiques du monde actuel, monde du travail, relations hommes-femmes, environnement, terrorisme, racisme, déterminisme, vous n'éludez aucun des grands sujets de notre temps. Alors, avant de vous laisser la parole, je souhaiterais citer une critique du Lire magazine littéraire à propos de vous, que j'aime infiniment. Ingénieure de formation, comme Boris Vian, Céline Curiol a connu les abîmes de la dépression, comme Robert Musil. La comparaison ne s'arrête pas là. Il y a chez cette femme qualité le même souci de l'exactitude que l'immense écrivain autrichien, le même désir de cerner au plus près une vérité du monde où l'écriture cherche à se frayer un chemin entre l'imagination et l'histoire en marche. Céline Curiol, c'est à vous. Et tout d'abord, ma première question, quelle est la genèse de ce livre extraordinaire, en tout point? Écoutez, je suis très touchée par tout ce que vous venez de dire. Alors, c'est marrant, je disais à quelqu'un il n'y a pas très longtemps, un livre, on sait quand ça finit, on ne sait pas toujours quand ça commence. Donc c'est vrai que la question de la genèse, elle est pas toujours simple comment dire, c'est pas toujours simple d'y répondre parce que effectivement, parfois un roman, c'est une toute petite chose au départ. C'est peut-être un mot. Alors moi, c'était le mot révolution. Voilà, c'était rien, c'était juste ce mot-là avec lequel j'ai commencé à... Parce que c'était autour des années 2011, donc on était en plein dans les mouvements de révolte dans plusieurs pays du monde arabe. Et voilà, et je me disais, est-ce que nous, on serait capable de faire ça ici, en France? Est-ce qu'on serait capable de mettre nos vies en danger pour défendre nos idées? J'étais pas très sûre de la réponse, hein. Même je me disais, j'avais du mal à imaginer qu'on serait encore capable de ça, de sacrifier nos vies pour quelque chose d'autre que nos intérêts privés particuliers. Alors ça me travaillait un peu. Et puis pour moi, un roman, ça commence aussi souvent par une sorte de première scène, qui est un peu la scène inaugurale. Et je vois cette scène et je me dis non, non, non. Et puis elle me revient un peu comme une sorte d'obsession. C'est un peu comme un... Je ne peux pas dire que c'est un film parce que ça serait faux, mais voilà, une idée de scène. Et c'était je pensais à cette femme qui rentre chez elle après avoir fait sortie du travail. Alors à l'époque, je ne savais pas ce qu'elle faisait, je ne savais pas qui elle était. Juste, je voyais cette femme qui rentrait chez elle tard le soir et qui trouvait devant sa porte un homme allongé, inerte. Elle ne savait pas ce qu'il avait, elle ne savait pas s'il était malade ou pas. Et elle avait cette espèce de cas de confiance à ce moment-là. Qu'est-ce que je fais? Je le touche pas, je rentre pas, je lui parle pas. Et finalement, elle ne faisait rien. Voilà. Et voilà, j'avais cette scène qui me travaillait. Et donc, c'était ça, c'est devenu le début des lois de l'Ascension. Alors, il y a plusieurs personnages. Est-ce que vous voulez nous parler un tout petit peu des personnages?
les uns après les autres et peut-être après nous dire s'il y en a un auquel vous êtes particulièrement attaché. Ah, c'est comme avec les enfants. Hein. Ah oui, c'est ça. Dire, Non, il ne faut pas dire, mais peut-être. Un ou une. Alors, je vais essayer d'en parler sans les caricaturer, parce que c'est pas le but. Et sans trahir le livre. Et sans trahir le livre. Alors, je vais les prendre dans l'ordre d'apparition, hein, dans le roman. Donc, on a d'abord Orna. Alors, je vais donner des informations très factuelles, hein, qui sont très réductives par rapport à ce que j'espère, la façon dont les personnages se déploient dans ce roman. Et donc vraiment, ça va être très réduit par rapport à, je pense, l'exploration que j'ai essayé de faire de leur intimité, de leur être, de leur contradiction. Oui, parce que vous les regardez vraiment au microscope. C'est vraiment un travail extraordinaire que vous faites sur chacun d'entre eux, d'ailleurs. Oui, et puis ce sont des personnages qui muent au fur et à, qui changent au fur et à mesure, qui évoluent au fur et à mesure du roman. Donc, Orna, qui est une femme qui a à peu près... Alors, c'est intéressant de voir, on commence toujours par l'âge, comme si c'était quelque chose de définitif, mais bon. Donc, qui a à peu près 45 ans, qui est donc rédactrice en chef pour un site internet d'information, qui est rattaché à une chaîne de télévision, qui est célibataire, en tout cas au début du livre, qui n'a pas d'enfant, et qui est quelque peu désillusionné, on va dire, sur ce qui est devenu le journalisme en 2015. Orna a une sœur qui s'appelle Célène. Célène est un petit peu plus jeune qu'Orna. Orna, c'est la sœur aînée. Et Célène, elle enseigne l'économie environnementale dans une université dans la banlieue de Paris. Quand on la rencontre, elle est sur le point de passer un entretien pour un poste dans une grande université à Dubaï, dans lequel elle serait en charge du tout premier département de recherche environnementale aux Émirats arabes unis. Donc c'est un poste, un enjeu important, mais cependant elle est face à un dilemme parce qu'elle n'est pas certaine de vouloir vivre à Dubaï, qui est quand même, en termes de ville anti-environnementale, un petit peu le summum de ce qu'on peut trouver. Donc elle a ce dilemme comme ça, à savoir est-ce qu'elle prend ce poste dans lequel elle pourrait mener des recherches peut-être plus développées que ce qu'elle peut faire en France, mais qui la contraindrait à vivre dans une ville qu'elle juge absolument artificielle et où il n'y a absolument aucune trace de nature où que ce soit. Donc Célène, elle vit avec un homme en couple, mais elle n'est pas mariée. Ensuite, on a Hope. Hope, c'est une jeune femme qui a à peu près 25 ans, qui a commencé des études supérieures à Sciences Po, qui était promue à une carrière où l'emmènerait Sciences Po, donc une carrière assez intéressante a priori, et qui a décidé de laisser tomber ses études parce qu'elle considérait que tout ça se faisait uniquement pour... que tous ses camarades et elle étaient là seulement par une sorte d'ambition pour l'argent, pour le statut social, et que tous ces sacrifices ne valaient pas la peine parce que finalement ça n'intéressait, ça ne donnait pas un sens à sa vie de suivre cette direction-là. Donc elle s'est dit je vais arrêter mes études et puis je vais être libre, hein, je vais me débrouiller pour ne pas rentrer dans ce système, parce qu'elle considère comme le système qui finalement ne me propose pas grand-chose de très intéressant pour autant donner un sens à ma vie que changer le monde autour de moi. Donc, mais sauf que faut quand même gagner sa vie dans le monde dans lequel on vit, et donc Hope se retrouve à travailler à un endroit qui s'appelle l'entrepôt, qui est un endroit on pourrait dire sur le modèle d'Amazon, dans lequel elle s'occupe de faire des colis, dans lequel sont mis des livres. Mais Hope
une ambition qui est celle de justement arriver à trouver un moyen de poser un acte révolutionnaire dans sa vie. Elle a un prénom qui porte l'ambition. Voilà, qui porte, on va dire ça. Vous me dites si c'est trop loin pour chaque Absolument personnage. pas, absolument pas. Ensuite, on a Modé, qui est un homme d'origine sénégalaise, qui a immigré en France pendant ses études, donc à peu près dans les années 80, on va dire, et qui aujourd'hui, au moment où on le rencontre dans le livre, il est proche de l'âge de la retraite, il travaille pour une association d'aide aux migrants dans le 20e arrondissement à Paris, dans le quartier de Belleville. Modé, c'est... Alors je ne vais pas trop... J'aime beaucoup Modé, en fait. Ah ben voilà, on en a quand même un. Enfin, je les aime tous, mais j'aime beaucoup Modé, parce que ouais, c'est un peu la voix de la sagesse dans ce livre, finalement. Donc, Modé, il a connu... Enfin, on va dire qu'il arrive à un moment de sa vie où il ne sait plus trop où il faut aller. Et il ne sait plus trop... il trouve plus... Il se rend compte qu'il a perdu l'énergie des combats de sa jeunesse, les choses qui le mobilisaient. Finalement, il est arrivé là où il voulait arriver. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ensuite, il y a Pavel. Pavel, il est psychanalyste. Il est un petit peu plus jeune que Modé. Il est juif. Il est né de parents immigrés d'Europe de l'Est, mais lui a grandi, est né et a grandi en France. Il a un cabinet de psychanalyse, c'est un brillant psychanalyste. Il travaille un livre sur la colère et en écrivant ce livre, il se rend compte que finalement, il aime bien écrire. Et que finalement, la psychanalyse, c'est bien sympa à tous ses patients, mais ça va un moment et il commence au bout de 30 ans de pratique un peu s'ennuyer dans son cabinet. Donc, surtout qu'il a une fille qui est adolescente, avec laquelle les rapports ne sont pas forcément toujours faciles, et dont il a l'impression qu'il ne sait pas vraiment... s'occuper comme il devrait avec tout ce qu'il a pourtant comme expérience en tant que psychanalyste. Et puis enfin, on en arrive à Mehdi. Mehdi, c'est un garçon qui a 17 ans, dont la mère est aussi d'origine tunisienne, comme le migrant que trouve Orna devant sa porte. Elle est femme de ménage, faute d'avoir pu faire des études et trouver une meilleure place en France. Et donc, Mehdi est au lycée, mais il s'y ennuie pas mal aussi. Et lui aussi, il cherche un moyen de donner un sens à sa vie. Il y a beaucoup de choses qui l'indignent. Il ne trouve pas forcément de place. Il ne sait pas où se mettre. Les études, ça ne marche pas pour lui. Et donc, il va essayer de trouver l'aventure quelque part. Il est un petit peu obsédé par cette idée d'aventure, parce qu'il voit bien que dans les films, les personnages ont des aventures, et que lui, dans sa vie, il n'y a pas d'aventure, c'est toujours pareil. Et donc, il va essayer de trouver un moyen de sortir de ça. Après, ce qui déclenche leur interaction, ça varie vraiment, parce qu'il y a deux sœurs, donc bon, elles sont en interaction naturellement, si je puis dire. Ensuite, il y a des rencontres fortuites, il y a des sentiments, il y a des hasards. Ce que je voulais montrer, c'est vraiment la façon dont nos vies se tissent, alors pas seulement avec le hasard, mais avec beaucoup d'influence des personnes qui nous entourent, et qu'on a beaucoup plus d'influence les uns sur les autres que ce qu'on veut bien reconnaître aujourd'hui. Donc c'était montré à travers les interactions des personnages qu'ils ont vraiment des influences fortes les uns sur les autres.